Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer pile à l'heure parce que cette conférence dure 7 heures, hein, donc c'est ce qui était prévu. C'est voilà, c'est juste voilà. Donc il faut pas qu'on perde une minute. Je suis particulièrement heureux d'ouvrir ce trésor de Richelieu et d'accueillir aujourd'hui Georges Mourier, qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir pour parler de son cher Abel Gans. Georges Mourier est le réalisateur que vous connaissez, le chercheur, je dirais, l'historien du cinéma, voilà, que vous connaissez, qui a présidé à la grande restauration du Napoléon d'Abel Gans dont il va nous parler aujourd'hui, et Anne-Lise de Poil, qui est conservatrice du patrimoine, qui est chargée de collection au département des arts du spectacle et qui s'occupe entre autres des archives d'Abel Gans, puisque une grande partie, mais une partie seulement des archives d'Abel Gans se trouve au département des arts du spectacle, et nous allons pouvoir en voir de près un certain nombre tout à l'heure. Je ne prolonge pas plus mon introduction et je vous donne la parole. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Joël. Bien, écoutez, d'abord je vais me lever parce que il m'est assez difficile de parler assis, donc je vais essayer. Juste avant de... Ah, ça marche, voilà. Juste avant de commencer, Clarisse Gans, la fille d'Abel Gans, m'a envoyé un mot à lire au début de cette conférence. Donc je vais vous le lire. Alors simplement, la voici avec son père sur le tournage de La Tour de Nesle en 1954. Ici, c'est sur le tournage de Marie Tudor pour la télé, où elle était script de son père. C'est le jour de l'anniversaire de Gans, d'ailleurs, où on lui offre un viseur. Et il y a Françoise Christophe, bien entendu, qui jouait la reine Marie Tudor. À droite, les scripts sur le tournage de Valmy, auprès de son père, en 66. Là, c'est rue de Sèvres, dans les années 67-68, une photo prise lors du tournage pour le documentaire de Kevin Brownlow. Et puis ça, c'est Clarisse Gans, c'est notre président Costa Gavras, lors de la présentation à Cannes de la première partie, donc maintenant, l'année dernière. Chers amis, c'est un grand plaisir pour moi que d'accompagner par ce mot votre intérêt pour l'œuvre de mon père Abel Gans lors de cette conférence des trésors de Richelieu. Le Napoléon a pourtant presque 100 ans, mais aujourd'hui, après 14 ans de travaux, grâce à la Cinémathèque française qui a confié cette restauration à Georges Mourier, nous assistons à une renaissance presque miraculeuse. Après la mort de ma mère en 1978, mon père a eu un passage très dur. Et dans sa douleur, il jetait chaque jour des morceaux de son œuvre, des morceaux de sa vie, et c'était horrible. C'était comme s'il se suicidait chaque jour, petit à petit, jusqu'au néant. Mais Claude Lafaille est venu. Il l'a soutenu, il a sauvé l'œuvre. Comme j'ai essayé de sauver l'homme, mais en sauvant l'œuvre, je crois qu'il a sauvé l'homme aussi. Son don à la BNF de ce qu'il avait sauvé des archives de mon père alors a aujourd'hui porté ses fruits. Bien sincèrement, Clarisse Gans. Voilà. Et maintenant, je vais vous laisser faire l'introduction, Anne-Lise. Merci, bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais commencer brièvement par introduire le fonds d'archives Abel Gans qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France dans les collections du département des arts du spectacle, puisqu'il s'agit de l'un des trésors qui seront évoqués ici ce soir, l'autre étant bien sûr la reconstruction du Napoléon telle que l'a réalisée Georges Mourier. Avant toute chose, j'aimerais préciser que les archives d'Abel Gans apparaissent très dispersées au sein de plusieurs institutions patrimoniales. Il y a en effet un fonds d'archives très important, aussi bien papier que filmique, à la Cinémathèque française, mais on trouve également des gisements à la Cinémathèque de Toulouse, par exemple, ou bien au Centre national de la cinématographie. Donc la BNF conserve donc un fonds d'archives qui est très important, comme vous allez le voir, uniquement papier. On n'a pas d'archives filmiques ici à la BNF, aux arts du spectacle tout du moins. Mais si on peut tout à fait comprendre la présence d'Abel Gans, qui est un réalisateur majeur du XXe siècle, au sein des collections des cinémathèques et du CNC, sa présence au sein de la BNF et du département des arts du spectacle peut sembler peut-être a priori plus étonnante. Et c'est donc ce sur quoi nous allons nous pencher ce soir. Pourquoi y a-t-il un fonds Abel Gans à la Bibliothèque nationale ?
Donc en réalité, Abel Gance fait une entrée très précoce au sein des collections de la Bibliothèque nationale, et cela grâce à l'action des collectionneurs particuliers. Donc la première figure que j'aimerais évoquer ici ce soir, c'est celle d'Auguste Rondel, donc un banquier marseillais, qui se prend de passion pour le spectacle vivant et décide à la fin du XIXe siècle de constituer une collection qui rassemblerait tout type de documents sur toutes les disciplines du spectacle vivant, y compris celles qui sont à cette époque-là parmi les moins légitimes, telles que par exemple je peux citer le cirque ou bien la corrida. Et Rondel s'intéresse très vite au cinéma, dès la fin de la Première Guerre mondiale, et décide à ce moment-là d'adjoindre une section cinématographique à sa bibliothèque. Alors peut-être que Corinne, on peut commencer par présenter le premier document. Donc, ce qu'on va vous présenter ici pour introduire ce trésor, c'est l'un des recueils que Auguste Rondel a fait constituer autour du Napoléon. Donc, pour bien vous situer, en fait, Rondel est véritablement contemporain de la sortie du Napoléon en 1927. Et donc là, dans ce recueil, il fait rassembler aussi bien des programmes. Donc là, vous voyez par exemple le programme de la projection du Napoléon au Colisée, donc un cinéma marseillais. Donc je vous rappelle que Rondel est originaire de Marseille. A-t-il vu le Napoléon dans ce cinéma ? Nul ne le sait. Et nous avons aussi, tout de suite à côté, à la page suivante, un programme qui est peut-être un peu plus intéressant, celui-ci, puisque on voit qu'il est... Alors, Georges Mourier vous en parlera plus en détail, mais moi, pour l'instant, je vais juste m'intéresser à la dédicace qui est en bas, puisque ce recueil a été dédicacé et envoyé à Auguste Rondel par Albert Dieudonné, donc l'acteur principal qui joue Napoléon dans le film, en novembre 1931. Donc on voit bien que Rondel demandait aussi bien à des acteurs et des réalisateurs de lui envoyer des documents, et peut-être même que c'est Albert Dieudonné, de son propre chef, qui lui a envoyé ce programme. On voit également, à côté de ces programmes, un recueil de coupures de presse que Rondel a fait réaliser. Donc ça, c'est caractéristique de la façon de collectionner de Rondel. Et notamment, donc là, vous voyez, ce sont des coupures de presse qui ont été découpées et collées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que André Antoine, donc le célèbre metteur en scène et critique à la fois de théâtre et de cinéma, fait plusieurs critiques de la projection du Napoléon sur triple écran à l'Opéra, et il écrit notamment... il qualifie Napoléon, je cite, de prodigieux spectacle annonçant, je le crois, la fin de la mise en scène théâtrale. Vlan. Donc Rondel fera don de cette collection à l'État en 1920, et cette collection finira, après plusieurs péripéties dont je vous épargne le récit, par rejoindre les collections de la Bibliothèque nationale en 1935, où elle constituera le noyau du futur département des arts du spectacle. En parallèle de la figure d'Auguste Rondel, j'aimerais évoquer celle de Jacques Doucet, un autre collectionneur emblématique de cette période-là. Donc Doucet mandate en 1927, donc l'année même de la sortie du Napoléon en salle, les époux Moussinac pour constituer une bibliothèque du cinéma. Donc, vous savez peut-être que Léon Moussinac est un critique et historien du cinéma, et il est donc accompagné dans cette tâche par sa femme Jeanne. Et c'est donc Jeanne Moussinac qui va activer le réseau des époux Moussinac et contacter de nombreux réalisateurs, au premier rang desquels bien sûr Abel Gance, pour que ces réalisateurs puissent donner des documents qui viendraient abonder la collection que les deux époux sont en train de constituer pour Jacques Doucet. Donc, on passe sur le PowerPoint. Vous voyez à gauche, je vous ai mis la réponse qu'Abel Gance fait à Jeanne Moussinac. Alors la lettre, malheureusement, la demande de Jeanne Moussinac n'a pas été conservée, mais on peut supposer, étant donné la date du document 1927, que Jeanne Moussinac lui demandait de lui fournir des documents au sujet du Napoléon. Et comme vous le voyez peut-être, je ne sais pas, oui, vous arrivez à lire, Abel Gance refuse. Il dit que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Il va bientôt partir à la campagne pour travailler à l'écriture de son prochain scénario, et qu'il n'a donc pas le temps de rassembler les documents que Jeanne Moussinac lui demande. Mais on sait aujourd'hui, a posteriori, que ce n'était que partie remise, puisque Abel Gance finira par donner des documents pour la collection Moussinac, au premier rang desquels le scénario de son film J'accuse.
Et je vous ai mis également plusieurs documents iconographiques qui viennent de cette collection Moussinac. Donc là, vous voyez par exemple ce magnifique portrait d'Abel Gans qui pose dans Saint-Just, c'est le rôle qu'il joue dans le film, qui est dédicacé. Alors malheureusement, j'ai mal pris la photo et il y a un petit reflet, mais bon, je vous assure que c'est bien Abel Gans qui a dédicacé le portrait. Et on trouve également dans cette collection de nombreuses photographies prises lors du tournage. Donc là, on reconnaît Abel Gans à l'arrière, lors du tournage d'une scène du Napoléon au tout début du film. Donc cette collection Moussinac rejoindra la collection d'Auguste Rondel, puisque Jacques Doucet meurt en 1929, et les époux Moussinac, qui étaient déjà en contact avec Rondel, se rapprochent alors de lui, et 2 ans plus tard, en fait, leur collection intègre celle d'Auguste Rondel, et donc, in fine, la collection de la Bibliothèque nationale. Il faut néanmoins attendre 1993, donc près de 50 ans plus tard, pour voir s'enrichir ce premier noyau autour d'Abel Gans, constitué autour de la Bibliothèque nationale. Donc, à cette époque, le département des arts du spectacle a été créé en 1976, et il a poursuivi l'ambition d'Auguste Rondel de documenter toutes les sections du spectacle vivant, y compris le cinéma. Et il s'est, à cette époque-là, fait une spécialisation dans le cinéma français d'avant 1945. Et pour ce faire, il a accepté tout au long des années 80 un certain nombre de fonds de réalisateurs. Donc, je vous en cite quelques-uns. Par exemple, il y a eu le fonds Marc Allégret en 1980, Jean Epstein en 1983 et René Clair en 1984, qui ont tous 3 rejoint les collections du département des arts du spectacle. Et en 1993, la réalisatrice Nelly Kaplan, donc qui était, comme vous le savez sans doute, à la fois la collaboratrice et la compagne d'Abel Gans dans les années 1950 et 1960, décide de mettre aux enchères la vaste collection d'archives qu'elle possède autour de Gans. Et l'État, face à la crainte de voir cette collection d'intérêt national dispersée aux 4 coins du monde, décide de se mobiliser et de débloquer des fonds. Et c'est grâce à cette mobilisation importante et financière, on peut le dire, de l'État, qu'un certain nombre d'institutions patrimoniales vont réussir à acquérir près de la moitié des lots qui étaient mis en vente, et ce, souvent au prix le plus bas qui avait été fixé lors de l'estimation, grâce au dispositif de préemption. Donc c'est donc une véritable opération réussie pour les institutions patrimoniales françaises, même si une partie de la collection est malheureusement dispersée. Et la Bibliothèque nationale, pour sa part, qui faisait partie qui était dans les rangs des acquéreurs, fait l'acquisition d'un ensemble très important de scénarios écrits par Gans entre 1908 et 1919, y compris pour de nombreux projets qui n'ont pas été réalisés par le cinéaste, mais aussi de 19 carnets du cinéaste, donc c'est ceux qu'on va voir ici à présent. Donc ce sont des carnets qui rassemblent à la fois des notes personnelles, des notes de travail, des citations. Ça peut s'apparenter à la fois à des carnets de travail et à la fois à des journaux intimes, des agendas. Enfin, vraiment, c'est un objet un peu hybride. Et ces 19 carnets ont tous été rédigés entre 1914 et 1928. Donc on se doute que, étant donné cette période de rédaction, plusieurs d'entre eux font référence au travail absolument titanesque du Napoléon qui a été demandé à Abel Gans. Donc, je vous propose donc un carnet sous forme numérique, uniquement de reproduction, et ensuite on passera au carnet original. Donc là, c'est l'un des carnets qui date de l'été. Enfin, la note que je vous ai prise en photo date de l'été 1924. Donc Abel Gans est alors à Fontainebleau et il est en train de travailler à l'écriture du Napoléon. Et il note du coup, au crayon à papier, en haut à droite, synthétiser beaucoup plus, éliminer davantage dans la préparation, sinon je ferai 6 films avec chacun d'eux. Attention, c'est le plus grave danger. Ce qui est intéressant, c'est qu'il revient a posteriori sur ses notes, et vous voyez qu'en 1940, à l'encre noire, il écrit « Que n'ai-je suivi le conseil que je me donnais, hélas, inutilement. Mon premier film en faisait déjà 3, et j'étais à peine à Arcole. » Abel Gans, 1940. Donc, ce qui est intéressant, et c'est tout à fait caractéristique de la façon de travailler d'Abel Gans, c'est que quand vous consultez ses archives, vous voyez que très très fréquemment, il revient des années après sur des éléments qu'il avait notés et conçus au préalable. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait typique de la façon de procéder d'Abel Gans. Et donc peut-être qu'on peut passer au carnet physique. Donc là, j'ai sélectionné une note qui date de début décembre 1926. Et alors, vous faites connaissance donc avec l'écriture d'Abel Gans, qui est parfois un peu difficile à déchiffrer pour le néophyte, mais je vais vous lire ce qui est noté. Donc, Abel Gans dresse un peu un bilan assez... On sent qu'il n'a pas le moral du tout à ce moment-là.
Et il est très très déprimé. Donc il écrit par exemple début décembre 1926, donc c'est ce que vous voyez à l'encre. Très très dur, santé vacille. Ce qui est le plus grave, c'est l'horizon, lourd et triste. Je ne sens pas 1927. Il faut que je fasse un violent rétablissement. Et là, il établit sa liste de priorités. Premièrement, coûte que coûte, livrer mon film le 31 janvier. Deuxièmement, ne pas perdre un instant à discuter affaires en dehors de N, donc Napoléon. Je vous épargne les priorités suivantes, qui ne concernent pas le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques pages plus loin, on voit qu'Abel Gance a retrouvé le moral, et cette fois-ci, son bilan est beaucoup plus positif pour l'année qui vient de s'achever et celle qui va venir. Alors, vous lisez en haut de la page. Le travail fait en 1926 aura été considérable et fertile. J'ai terminé la prise de vue de mon grand film, j'ai réalisé mon invention des 3 écrans, et surtout, j'ai tenu tête à 1000 dangers qui menaçaient à chaque seconde de me faire sombrer. Je ne peux et ne veux à aucun prix recommencer un effort semblable. Et petite touche finale, à droite, il termine sa note en s'exhortant ainsi « En route, vieux cœur ». Âgé, décembre 1926. Très émouvant. Oui, moi j'aime beaucoup cette petite en route, vieux cœur. On doit néanmoins attendre 1995, donc 2 années après, pour voir véritablement la constitution d'un fonds Abel Gance proprement parlé au sein des collections de la Bibliothèque nationale. Donc cette constitution a lieu grâce au don de Claude Lafaille, donc, qui était mentionné dans le mot d'accueil de Clarisse Gance. Donc juste pour resituer un petit peu, Claude Lafaille, c'était le chef du service de l'action culturelle et des contrats de l'État au CNC. Et c'était aussi et surtout un ami très proche d'Abel Gance, et il l'avait beaucoup soutenu dans les dernières années de sa vie. Et à la mort du cinéaste en 81, Claude Lafaille, comme l'évoquait Clarisse Gance, réussit à sauver de la destruction les archives que Abel Gance conservait dans son appartement du 16e arrondissement. Et il les fait transporter dans son bureau du CNC. Et il décide à son départ du CNC d'en faire don à la BNF. Donc c'est un don qui est à la fois très volumineux et très important pour la recherche gansienne. Et qui marque, comme je vous le disais, la constitution d'un vrai fonds d'archives et pas de pièces, d'un ensemble de pièces plus ou moins isolées. Donc on y trouve des archives papier pour l'ensemble des films et projets de films qui sont très nombreux d'Abel Gance, mais aussi ses archives personnelles. Et ce sont des archives de typologie très diverses, puisqu'on y trouve aussi bien des notes d'Abel Gance, des scénarios, des découpages, des photographies, des projets de décors et costumes, notes et plans techniques, de la correspondance, de la presse, des affiches, des programmes. Et si on repasse au PowerPoint, de façon un peu plus anecdotique, même quelques objets personnels, puisque là vous voyez la canne d'Abel Gance et sa paire de lunettes, qu'on conserve au sein du département des arts du spectacle, aux côtés du canotier, dont malheureusement je n'avais pas la photo, mais on a aussi le canotier d'Abel Gance dans nos collections. Alors valoriser ce fonds est un travail absolument colossal et un vrai défi à relever pour la BNF à cette époque-là et encore aujourd'hui. Alors, juste, je citerai à cet instant-là Roger Icard, donc le biographe de Gance, qui avait eu la chance de pouvoir consulter ses archives alors qu'elles étaient encore dans le bureau de Claude Lafaille au CNC. Et Roger Icard écrivait en introduction de son Prométhée foudroyé: comme beaucoup de gens brouillons, Gance avait accumulé et conservé dans un grand désordre tout ce qui s'est rapporté à sa vie privée, comme à son travail et aux personnes avec lesquelles il était en relation. Des documents importants, il faisait toujours établir des doubles. Il notait et annotait toutes ses décisions. Et on peut ajouter à ces difficultés, puisque le fonds est arrivé vraiment dans un grand désordre, on peut le dire, l'écriture, comme vous avez pu le constater, qui peut s'avérer parfois difficile à déchiffrer d'Abel Gance et qui pose parfois de véritables défis pour qui n'y est pas habitué. Donc à l'issue de ce don en 1995, la bibliothèque se retrouve dépositaire d'un matériau très abondant qui fait aujourd'hui environ 20 mètres linéaires. Il faut imaginer 20 mètres de documents d'archives côte à côte. Et qui est évidemment extrêmement riche pour la recherche, à condition pour le chercheur ou la chercheuse d'être patient et méthodique, on l'a vu, au vu des difficultés parfois importantes que présente ce fonds. Alors c'est un ensemble qui aujourd'hui a été globalement décrit et identifié, mais il reste encore des parties qui sont plus ou moins en friche, qui restent mal classées ou dans l'état tel qu'il nous est arrivé en 1995.
C'est pourquoi la BNF a la chance d'accueillir pour la 2e année consécutive en 2025 la chercheuse Ksenia Shepurko, donc qui est chercheuse associée à la BNF et doctorante qui réalise sa thèse sur Christophe Colomb, donc l'un des nombreux films inachevés d'Abel Gance. Et Ksenia travaille plus précisément sur les gisements d'archives au sein du fonds qui ont trait à ces nombreux projets inaboutis d'Abel Gance, puisque ce sont des parties qui font partie de ces ensembles restés en friche. Donc c'est un fonds qui continue à s'accroître, bien sûr, de façon plus ponctuelle. Donc je dirais juste un mot très rapide de la vente par Nelly Kaplan en 2009 du scénario Tapuscrit de Napoléon et du carnet de tournage de ce même film. Donc c'est 2 documents que Georges Mourier vous présentera plus amplement dans la suite de la conférence, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Et je vais juste terminer cette présentation en évoquant les documents iconographiques qui ne font pas partie du fonds à proprement parler, qui ont été acquis par la BNF par d'autres moyens, mais qui permettent tout de même de documenter le Napoléon. Alors peut-être qu'ici, je vais commencer par le PowerPoint et ensuite on pourra passer à la caméra. Donc là, vous avez à gauche l'une des lettres que j'ai tirées de la correspondance entre Gans et Artaud, puisque l'on sait que Artaud s'est vu offrir par Gans le rôle de Marat dans le Napoléon. Et là, on entend Artaud qui s'inquiète du rôle final que va lui réserver Abel Gance dans son film. Donc je le cite. « J'ai cru comprendre que vous songiez à m'enlever le rôle de Marat pour me donner à la place celui de Camille Desmoulins. Mais je vois de telles impossibilités morales et matérielles à jouer ce dernier rôle. Et d'autre part, il serait pour moi si désastreux d'abandonner le rôle autrement typé, autrement caractéristique, autrement remarquable enfin de Marat, qu'il faut absolument que j'aie une conversation avec vous avant que votre décision soit devenue définitive. » Donc là, on peut aller sur la caméra si vous le souhaitez. Donc finalement, Artaud a bien le rôle de Marat. Et là, vous voyez un dessin d'un artiste non identifié qui le représente, c'est une vue d'artiste pour ce rôle. Donc c'est un dessin qui a été réalisé à l'encre et au lavis. Il est daté de 1930 sur le dessin. Et il a été acquis par la BNF lors d'une vente aux enchères en 1988. Donc c'est un dessin qui est à la fois assez naïf et qui est assez dynamique. La figure d'Artaud ressort bien, qui a probablement été réalisé d'après la manière d'Artaud, même si on voit bien des différences stylistiques par rapport au dessin que produit Artaud, et qui a sans doute été inspiré par l'une des nombreuses photos d'Artaud en costume de Marat. Donc là, vous voyez des annotations, par exemple, Antonin Artaud dans Marat. C'est un peu bizarre. Enfin, je ne sais pas qui a écrit cette annotation-là. Globalement, on sait très peu de choses sur ce dessin. C'est un dessin qui est très beau, très esthétique, mais dont on ignore la provenance et l'artiste. Et plus récemment, donc, en 2023, donc c'est vraiment tout récent, le département des arts du spectacle a fait l'acquisition de 14 projets de décors pour Napoléon lors de 2 ventes aux enchères. Donc ces projets de décors, on les appelle en langage spécifique, enfin technique, des maquettes de décors. Et ce sont 14 maquettes qui sont l'œuvre d'Alexandre Benoît. Donc Alexandre Benoît, que vous connaissez peut-être, qui est un peintre et décorateur de scènes russe, qui s'est notamment illustré par sa collaboration avec Diaghilev et la troupe des ballets russes. Et Benoît rencontre Abel Gance en 1925 et Gance l'engage pour travailler à la conception des décors du Napoléon. Et Benoît s'installera en France quelques années plus tard, en fait en 1926. Donc, à ce jour, ces 14 maquettes sont, à ma connaissance, les seules traces connues de ce travail préparatoire de Benoît sur les décors du film. Et ce sont donc des documents qui sont extrêmement précieux. Donc, vous les voyez ici. J'ai sélectionné parmi ces 14 maquettes 2 maquettes en particulier, les plus belles à mon sens. Donc, ce sont 2 maquettes qui ont toutes les 2 été également réalisées au lavis et à l'encre. Donc là, c'est une maquette pour une scène du prologue Le bureau de Pozzo di Borgo à Ajaccio. Donc vous voyez peut-être en bas à gauche, si on peut... Voilà, on a la signature d'Alexandre Benoît. C'est très... Voilà. C'est pas bien clair, mais en fait, c'est indiqué bureau de Pozzo di Borgo à Ajaccio. Et si l'on peut passer à la maquette suivante, peut-être. Parce que cette scène n'a pas été tournée. Mais celle-là, oui.
Et on en verra des images dans la suite de la conférence. Donc là, vous voyez que ce sont 2 maquettes qui ont été superposées sur un carton. Elles sont également datées et signées signées et datées de 1925. Et elles représentent 2 vues de la fameuse scène du chant de la Marseillaise dans la chapelle des Cordeliers. Et ce qui est intéressant, c'est que tout en bas à droite, Benoît a rajouté la mention Cordelier faux volontairement, puisque c'est une scène apocryphe, bien sûr. Donc Benoît a senti le besoin de le préciser dans sa maquette. Voilà, c'est juste en dessous. Ouais. Il y a le rebord qui cache. Mais faites-nous confiance. C'est bien noté. Voilà. Donc ces maquettes vous sont présentées en avant-première, puisque comme vous avez pu le constater peut-être grâce à ces quelques vues, elles sont très fragiles et aussi en assez mauvais état, et du coup elles mériteront une restauration avant d'être présentées et communiquées à un plus large public. C'est vraiment leur première sortie en public ce soir. En conclusion, on voit donc que la BNF et le département des arts du spectacle conservent un matériau qui est extrêmement riche et varié sur Abel Gans et le Napoléon, qui doit évidemment être mis en parallèle avec les autres gisements Gans conservés dans d'autres institutions patrimoniales. Et je vais à présent laisser la parole à Georges Mourier, qui va pouvoir vous parler de l'exploitation qu'il a pu faire de ce trésor de papier pour son trésor cinématographique. Un trésor cinématographique, oui. Merci. Je vous laisse me remettre mon PowerPoint, parce que je ne sais pas comment on fait. J'y ai arrivé. Oui? Ben voilà, très bien. Bon, merci beaucoup, Annelise, d'avoir pu concentrer en si peu de temps tout l'odyssée de ce fond, parce que le fond... Comment dire, je disais tout à l'heure à Annelise, c'est dommage, en français, on n'a pas de nom pour vraiment exprimer qu'un conservateur fait autre chose que de garder dans des placards. Le conservateur doit aussi valoriser. Et il ne sert à rien d'avoir un document merveilleux s'il n'est pas communiqué, s'il n'y a pas un regard qui est sur lui. Or, c'est ça qui a été formidable, ça a été que le fonds Gans, qui s'est enrichi au fur et à mesure, et comme l'a dit d'ailleurs Noël Giré dans un texte paru dans 1895, c'est vrai que c'est à partir du don de Claude Lafaille, qu'il y a vraiment un fonds Gans qui se fait, et je crois qu'à l'époque, c'était Emmanuel Toulet, qui, avant de changer de poste, s'est dit au moins un précatalogage, mais au moins que ce fonds soit très très rapidement accessible, et il a été relativement accessible dès décembre 1999. Je crois. Donc, pourquoi je vous dis ça? Alors, d'une part, parce que c'est formidable d'avoir pu quand même respecter le fait que il faut très vite que ce fonds vive, plutôt que d'attendre un catalogage, certes peut-être nécessaire, mais qui aurait soustrait ces documents. Et il y a aussi le fait que... il fallait en même temps que ces documents soient très vite accessibles, et en même temps, c'est pas une mauvaise idée de ma part, c'est que ce fonds à la BNF, cet immense fonds à la BNF, n'était donc consultable qu'à partir de 2000. Or, 2000, c'est la dernière restauration du Napoléon. Ça veut dire que toutes les restaurations faites par mes illustres prédécesseurs, c'est-à-dire Henri Langlois, Marie Epstein, Kevin Brodelow, 3 fois, Bambi Ballard, avec laquelle j'avais travaillé dans les années 80, en effet, et qui avait fait la restauration de 92, aucun n'avait eu accès à ces archives, sauf certaines personnes auxquelles Claude ouvrait, en grande générosité, son fonds, qui était dans son bureau du CNC et qui était serré comme des sardines en boîte. Et c'est vrai que l'origine de notre amitié, qui s'est arrêtée, pour ainsi dire, uniquement à son décès en avril de l'année dernière, vient du fait que moi, simple étudiant, il m'a dit, ben voilà, ma secrétaire est absente le mercredi, tu viens ici, et puis je t'ouvre et tu consultes ce que tu veux. J'aurais pu lui faucher n'importe quoi. Il y a aussi quelque chose qui est assez délicieux. D'abord, je suis très content et aussi en même temps ému que tout au bout de cette incroyable boucle, on me demande de faire une
conférence ici à la BNF, puisque certains de ces documents, je les ai eus entre mes mains d'étudiants dans le bureau de Claude. Et certaines fois, par le passé, quand vous m'avez demandé de faire une expertise de certains fonds, certaines fois, j'ai retrouvé mes notes d'étudiants. Je ne dirai pas ce que j'en pense. Bien, je vais essayer d'aller un petit peu vite, mais on ne va pas non plus bâcler, quitte à ce que je saute certaines choses. Il vaut mieux que les choses soient claires et appréciables plutôt qu'on fasse de la quantité. Voici un petit peu le plan que j'ai fait. On va d'abord vous montrer, parce que c'est ça qui est surtout très émouvant, c'est que la chose qui a été tenue entre les mains de Gans, le moment où l'idée se matérialise, ou comme son ami Élie Faure disait, au moment où l'artiste fait passer de l'invisible dans du visible, il est là. Il est dans ces documents qui sont là. Et ça, rien ne remplacera la consultation, la rencontre même, avec les documents originaux. Je rappelle cette phrase dont je ne me souviens jamais l'auteur, le patrimoine, ce n'est pas le culte des cendres, c'est la sauvegarde du feu. Voilà. Et ça, c'était la notion de Claude. Alors, les documents et leurs conséquences, parce que la conférence, c'est du papier à l'image. C'est pas tout d'avoir une idée, de se lever en plein milieu de la nuit ou au milieu d'autres ennuis domestiques ou financiers, de dire « Ah, il y a ça qu'on pourrait faire ». Et puis comment ça se passe pour aller ensuite arriver à l'image et à l'évidence d'une projection, comme ça a été le cas pour la scène musicale l'année dernière. Donc c'est les documents et leurs conséquences. Surtout dans une société aujourd'hui où l'on, de plus en plus, vous décourage que toute action individuelle pourrait avoir une action sur une destinée collective. Je pense qu'il est intéressant de remettre l'artiste au cœur de cette notion-là. C'est-à-dire la création artistique rejoint celle du Chatterton de Vigny. Alors, comme on a les originaux ici, on va en profiter. Les documents et leurs conséquences. D'abord, tout ce qui est de l'ordre des premières idées et l'écriture. Ensuite, le tournage logistique. On a juste sorti une pièce, parce que sinon, ce serait qu'une des 64 conférences qu'on pourrait faire sur la richesse de ce fonds. Ensuite, le tournage technique. Je ne voudrais pas réduire le tournage du Napoléon à quelque chose de pittoresque, mais comme c'est un foisonnement d'inventions et en même temps rencontre d'instruments techniques faits par des techniciens hors pair que Gans avait lui-même choisi, je vous ai choisi quelques exemples qui ont marqué la légende, et notamment la légende de la caméra 7, la légende de la caméra placée sur le dos d'un cheval, le procédé Hall, et notamment son utilisation qu'il en fera dans la Marseillaise. Une petite note qui montre très bien que Gans est un réalisateur, c'est-à-dire personnellement, comme à mon humble niveau, je l'entends, c'est-à-dire c'est aussi un technicien. C'est pas quelqu'un qui, sur un plateau, va dire « voilà l'image que je veux et puis pas de détails techniques, je suis un créatif ». Pas du tout. La preuve, c'est que plus tard, avec Henri Alcan et Pierre Angénieux, qui est loin d'être le grand opticien qu'il deviendra par la suite, il invente le pictographe qui est à l'origine aujourd'hui de l'incrustation télé. Voilà. Alors, je vous ai juste sorti une note pour les ombres de la Convention. Chacune, on essaiera d'avoir le temps de vous projeter ensuite ce que c'est devenu en image. Du papier à l'image. Ensuite, bien entendu, les triptyques. La révolution qui attend toujours d'ailleurs sa continuité avec du Napoléon, c'est la polyvision, ce sont les triptyques. Ensuite, 2 documents d'exploitation, dont on a vu un tout à l'heure, qui est un des très rares exemplaires qui existent, les programmes. Et puis, juste une sorte de, pas hors sujet, mais hors Napoléon. Dans ce fond, il y a aussi l'homme. Il y a aussi quelqu'un qui ne sait pas cuire un œuf. D'ailleurs, Clarisse Gans m'a dit qu'il ne savait même pas faire cuire un œuf. Il mettait avec la coquille, c'était absolument effrayant. Et là, dans ça, j'ai demandé à Annelise de pouvoir sortir 2 documents que j'avais déjà eu, moi, entre les mains dans le bureau de Claude, c'est-à-dire en 86, c'est vous dire. Et l'un qui représente pour moi l'apogée de son angoisse dans la rubrique « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Quelle décision il faut que je prenne ? Où est-ce qu'il faut que j'aille ?» Et l'autre qui est une image qu'il a voulu garder jusqu'à sa mort. Donc, on va essayer d'y aller. Alors d'abord, l'introduction par Annelise, nous l'avons fait. Voilà Claude. Claude à l'Institut Lumière avec Abel Gans en 64.
Là, ici, à droite, en 76, c'est rue de Liviette. C'est dans cet appartement qui sauvera d'ailleurs les archives privées d'Abel Gance. À droite, vous avez Poniatowski. Si vous vous en souvenez, il était ministre de l'Intérieur sous Giscard, qui avait une très grande admiration pour Abel Gance. Et puis, Giscard avait donné une décoration, genre, je ne sais pas, chancelier de l'ordre du mérite ou quelque chose comme ça. Enfin, bref. Et puis, Abel Gance avait dit, non, je ne me déplacerai pas à l'Élysée. Alors, c'est Claude qui, diplomatiquement, avait fait en sorte que, finalement, Abel Gance a été décoré chez lui par Poniatowski. Le voici, et voici Claude tel qu'il apparaît dans mon documentaire À l'ombre des grands chênes, que nous avons tous réalisé dans la bande, en quelque sorte, en 2005. Ensuite, les premières idées et écritures. Le tapuscrit. Alors, le tapuscrit, je vais vous demander de le montrer. Alors, peut-être avant le tapuscrit, c'est moi qui ai mis le tapuscrit, mais j'ai oublié une chose, qui sont... Voilà. Très bien, merci. Parce qu'avant que commence un tapuscrit, avant que tout soit tapé, même écrit en tant que ça, il y a le moment où on crée. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi, à la limite, c'est peut-être un peu péremptoire de le dire, pourquoi un département art du spectacle existe? Parce que ce que nous cherchons à cerner, parce qu'on ne le trouvera jamais, c'est le moment de l'immatérialité de la création du sentiment artistique. À quel moment ce qui chez quelqu'un est simplement une idée ou un fantasme, à quel moment il va y avoir le passage à l'œuvre. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir ce qu'il a fait demain matin, avec qui il a déjeuné, ni que ce soit, c'est essayer de savoir comment son œuvre, pour reprendre le raisonnement de Jean Cocteau, comment son œuvre l'a utilisé comme médium. C'est-à-dire comment peu à peu sa création s'est matérialisée à travers un auteur que nous appelons Abel Gance. C'est donc le mécanisme créatif, si on peut dire qu'il y a un mécanisme, qui nous intéresse. Et donc il y a... Parce qu'à l'origine, il voulait faire 8 films, il voulait faire l'ensemble de l'épopée napoléonienne. Et il n'a pu faire que le premier, qui ne fait donc que 7 heures, n'est-ce pas? Et vous avez ici le premier jet de l'ensemble. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez les structures, drame Napoléon, et déjà on voit que dès qu'il a l'idée de ces 8 films, on voit qu'il y a le prologue qui se passe à Brienne. Et puis alors, ce qui est assez intéressant, c'est juste cette première partie qui nous intéressera. Restez dessus, s'il vous plaît. Il met Napoléon à Brienne. Bon, il regarde la Révolution en face. Il y voit Robespierre. Il se sauve en Corse. Le souper de Beaucaire, Vendémiaire, etc. Il n'y a pas la Marseillaise. Il n'y a pas Toulon dans la première partie. Par rapport à ce que nous savons ce que le film va devenir. Et vous allez me dire, il va le faire dans le second. Ben non, parce que le second, c'est c'est l'entrée, l'arrivée, l'ordi, Arcole. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant que dans la manière d'imaginer tout de suite la fresque, il y a déjà l'enfance. Il n'y aura pas forcément d'autres grands moments aujourd'hui qui font l'histoire du cinéma. Il y a avant tout l'enfance et certains moments. Et alors ça, c'est assez intéressant de le voir parce que on pourrait penser que Gance s'attaque à une légende, d'accord, mais du coup, il va être hagiographique. Pas du tout. Gance part toujours de l'humain. Et donc, je vais commencer par le petit gosse de 11 ans. Alors c'est en cela que ce premier jet est très, très intéressant, puis vous avez ce qui n'a jamais pu tourner, le 18 Brumaire, le truc, et puis à la fin, il écrira plus tard, sur la 2e page, en effet, ensuite, la 7e et 8e partie, vous pouvez y aller, voilà, Napoléon empereur, etc. Ça y est, c'est brossé. C'est brossé. Et ce document, alors, vous avez vu l'écriture par rapport à ce que vous avez vu son écriture dans les carnets que vous a montré Annelise tout à l'heure. Je ne suis pas graphologue, mais il est indéniable qu'il y a certaines idées, ou il y a certains aussi brouillons de lettres qui ne seront pas forcément toujours envoyés, qui sont écrits et qui montrent soit l'exaltation, soit l'hésitation, les ratures, les brouillons. N'importe quelle transcription ne donnera jamais l'humanité de l'observation du document originel. Donc il faut voir le document, il faut lire ce qui est écrit, et
en essayant de ne pas trop se projeter sur la chose, il faut revoir le mouvement de la main. Et vous verrez dans certaines notes, on sent vraiment qu'il prend n'importe quel papier et il écrit très vite avant que l'idée s'en aille. C'était Jean Cocteau qui disait « ce n'est pas moi qui ai une idée, c'est une idée qui m'a ». Alors ça, ce sont les prémices, et je crois que vous avez aussi 4 feuilles, c'est ça, qui sont... ça semble être, à ce moment-là, voilà, si vous mettez juste au recto pour montrer, parce qu'il faut voir, voilà, il est dans un hôtel, voilà, il est dans un hôtel au bord du lac de Côme, je crois, enfin, Trézal, voilà, le grand hôtel, des trucs, etc., le lac majeur, voilà, c'est ça le lac majeur. Et puis, ben, l'idée, elle est là, je prends le papier. Et du coup, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est le verso. Voilà. Et alors, de l'autre côté, vous avez... Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est que si vous pouvez un petit peu élargir... Voilà, regardez, stop. Regardez, déjà, alors que rien n'est écrit, hein, il n'y a personne qui dit... ok, j'accepte de produire votre film. Rien n'est monté encore à ce moment-là. Déjà, le personnage de Tristan Fleury a une jeune fille de 16 ans. Donc, ça veut dire que non seulement au début de sa création, pour lui, il y a Brienne enfant, mais aussi, surtout, il ne va pas uniquement parler de Napoléon et Joséphine. Les 2 autres personnages populaires qui vont faire cette balance et qui, pour ma part, va être une très grande difficulté de retrouver, parce que, comme par hasard, ils avaient été beaucoup coupés, puisque ce ne sont pas des personnages historiques, ils avaient été coupés par les distributeurs. En vérité, cet équilibre entre l'universel, le grandiose, le légendaire et le populaire, dans un sens noble du terme, cet équilibre, il existe dès les premières idées de Gans. Le personnage de Tristan et le personnage de cette Camille qui deviendra plus tard Violine, interprétée par Annabella. Le petit frère de Violine apparaîtra plus tard, qui est Marcelin. Donc c'est très intéressant, le processus créatif, comment ça lui apparaît. Et donc ça lui apparaît selon aussi sa propre sensibilité. L'enfant est des gens simples, mais qui eux aussi on leur part dans l'histoire. Alors, après cela, ben, nous avons le tapuscrit. Alors, le tapuscrit, pendant que vous l'installez, je suis obligé de vous raconter quand même un petit peu son histoire, parce que les documents, comment dire, là, on les voit, c'est très bien, etc., mais si vous pouviez, non, un jour, vous saurez l'aventure humaine qu'il y a autour de tout ça. Donc, comme Annelise de Poil l'a dit dans son introduction, ce tapuscrit, il était dans la collection Kaplan et il a été mis en vente lors de la vente Drouot en mars 1993. Cette vente ne s'est pas du tout passée comme Madame Kaplan aurait voulu qu'elle se passe. Les lots ont été majoritairement préemptés et même Jacques Lang, en cours de vente, a redonné une rallonge financière pour que l'on continue à préempter les lots. Et il y avait donc des pièces que tout le monde attendait. Les acheteurs internationaux avaient déjà été découragés par une campagne de communication disant « va y avoir de la préemption ». Ah, mais tout ça, c'est ce monde-là. Hein, okay. Et du coup, arrive le tapuscrit. Ben non, il n'est jamais arrivé. Parce que quand Madame Kaplan a vu que les autres lots partaient sans même qu'il y ait des enchères, elle l'a, comme on dit dans le métier, ravalé. C'est-à-dire que le tapuscrit ainsi que le carnet ont été ravalés. Et à partir de 1993, personne ne pouvait savoir ce que ces 2 pièces primordiales étaient en train de devenir. Et les bobards et les rumeurs les plus folles couraient là-dessus. Sur ce, nous faisons une grande ellipse. En 2009, je suis dans la salle Mazarin, excusez-moi, dans laquelle c'était à ce moment-là la consultation d'art du spectacle. Maintenant, c'est redevenu une salle d'exposition. Noël Giré, que m'avait fait connaître Claude Lafaille, parce que tout ça, ce sont des humanités, ce sont des amitiés, ce sont des estimes, ce ne sont pas des networks.
si vous voyez ce que je veux dire. C'est des gens qui ont confiance, c'est des gens qui savent marier les gens, c'est des gens qui savent faire rencontrer des sensibilités. Noël Giré, qui à cette époque-là, je crois, était à votre poste, c'est cela? Enfin, je crois qu'elle dirigeait l'heure du théâtre et elle était détachée auprès de la Cinémathèque française à un moment, mais pas en 2009. Elle était à la BNF. Donc, bien entendu, à chaque fois que je venais à la BNF, je voyais Noël, bonjour, comment vas-tu, super, etc. Et puis elle me voit en 2009. Moi, à ce moment-là, je commence l'expertise du Napoléon, qui, je vous le rappelle, ne devait durer que 3 mois, n'est-ce pas? Et elle me voit en train de regarder les trucs. Et elle me dit, elle s'assoit à côté, on parle à voix basse à cause des lecteurs. Et je lui dis, ben oui, ben voilà, je travaille avec Joël Der, donc, qui est le directeur du patrimoine à la Cinémathèque, parce que on est en train de faire l'expertise dessus. Et je vois Noël avoir le regard un peu vague. Et je revois, parce que c'est juste une manière d'appuyer le doigt sur le truc. Alors écoute Georges, je dois te dire qu'en fait nous venons d'acquérir le tapuscrit de la vente Kaplan. Ah, donc c'est vous qui l'avez? Je dis oui. Alors, si on attend qu'il soit catalogué, qu'il soit référencé, qu'il ait une cote, ça va quand même pas prendre tout de suite. Je vais demander, je crois que c'était Noël Guibert. C'était vous déjà à l'époque? Ah ben vous voyez, j'en apprends tous les jours. Je crois que c'était Noël Guibert en 2009. Voilà, en tout cas, dans ces cas-là, vous me confirmez que Noël est venu vous voir pour que je puisse consulter. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine plus tard, elle avait l'autorisation de me faire consulter ce tapuscrit qui n'était pas encore sous cote. Et j'étais sur une table à 3 places, où j'avais le tapuscrit numéro 1 que vous aviez déjà, le nouveau, le carnet, et puis devant moi, avec une mitraillette, la chef de salle. OK? Et oui, tout à fait. Tout ça pour vous dire que ça m'a fait gagner 1 an et demi. Alors, dans ce tapuscrit, qui est le tapuscrit de décembre 26, je vous ai gardé cette feuille-là, sur laquelle il y a marqué tout simplement la bataille de Boule de Neige. Mais vous n'attendez pas un découpage, ce n'est pas un découpage. Ne vous attendez pas à un séquencier ou un scénario, ce n'est pas un scénario. C'est une forme qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que il me disait pas, il manque un plan, il disait il manque une scène ou il manque une séquence. Les mots ne sont pas très valables. Mais par contre, l'ordonnance du scénario se fait. Et ensuite, ça devient un découpage. Alors la bataille de Boule de Neige, c'est très simple, il ne l'écrit pas. Il y a marqué « voire technique ». Et c'est là où le littéraire Gans s'arrête pour ensuite faire passer le cinéaste. Et dans ça, ensuite, on va faire d'abord le tapuscrit. Vous avez ensuite, alors ça c'est quoi? Ça va être, voilà, ça c'est la Marseillaise. Non, ne zoomez pas s'il vous plaît, parce que sinon, voilà, allez-y, c'est la Marseillaise, et voilà, vous voyez, il y a marqué une fenêtre, la lumière est encore grise, parce qu'à un moment dans la Marseillaise, dans la scène de la Marseillaise, il va rendre le film entièrement orange, parce que la Marseillaise est présentée au peuple. Et c'est la fenêtre d'abord qui est sans le soleil. Donc c'est déjà dans le scénario. Ensuite, si vous pouvez continuer, dézoomer un peu. Voilà, allons enfants de la partie. Voilà, et le chanteur continue contre nous, de là, etc. Ça veut dire que quand nous, on a retrouvé le synchronisme labial avec la Marseillaise et les images, ça veut dire que Gans, déjà dans le tapuscrit, il a prévu que son montage serait comme ça. C'est pas une idée qui est venue au montage. Et c'est pour ça qu'ensuite, vous avez, regardez, le capitaine hurle « aux armes ». Donc, il a carrément dit qui sait qui doit dire quoi. Au moment du tournage, les gens vont changer, mais l'idée de suivre la Marseillaise sur les labiales lors du film final est déjà au moment de l'écriture. Et vous allez avoir aussi, sur la 3e page, je crois même que sur la 3e page, il y a marqué, voilà, marchons, marchons vos bataillons, voilà, communion solennelle dans le rythme, voilà. OK ? Alors là, c'est pareil. Décembre 1926, la scène ne sera tournée qu'environ 4 mois plus tard. C'est déjà sur le papier. Mais ce n'est pas un découpage. Continuons. Ensuite,
Vous avez, alors voilà, alors ça, il faudrait un jour qu'un historien fasse une thèse ou une étude sur ça. C'est que le scénario de Gans est émaillé de toutes ces références historiques. Voilà. Alors qu'il sait très bien que le public ne le saura jamais. Ben, c'est marqué. Voilà. Alors les sources pour la Corse, c'est Dumas à la page 18, Napoléon intime, page 53, Jeunesse Napoléon, Masson, Avant la gloire, Chuquet, etc. Il donne ses références. Et qui plus est, en tête d'une scène, il donne ses références et ensuite, en cours de plan, il va donner ses références. Allons-y. Voilà. Bonaparte, par sa correspondance secrète avec la Convention, est actuellement le plus grave obstacle à notre alliance avec l'Angleterre au nom de la patrie, donnez-le-moi vite. C'est un carton, exactement que dit Salicetti à Paoli. Eh bien ça, il l'a pris dans Avant la gloire, page 302, Chuquet et Masson, Napoléon inconnu, page 433. Alors ça serait très intéressant de voir la liberté qu'a la vérité historique et l'acte créatif d'Abel Gans. C'est un document exceptionnel. Dans cela que ce tapuscrit est extraordinaire. Allons-y. Ça, c'était donc pour la Corse. Et alors, il y a des trucs formidables, comme par exemple, il y a entre autres une grosse erreur historique dans le Napoléon, c'est que Napoléon n'a pas été libéré par Thermidor. Napoléon a été emprisonné après Thermidor, parce qu'il était très copain avec le frère de Robespierre. Mais Gans ne trouve pas de source. Alors il dit, bon ben je vais faire une erreur, je l'assume, je fais libérer Napoléon avec Thermidor, mais il se justifie dans son scénario, dont il sait que personne ne va rien lire. Et là, voilà. Note. Le côté mystérieux de ce duel entre Salicetti et Bonaparte qui aboutit à la prison est très singulier. Les pièces du procès ont été détruites. Napoléon est muet volontairement sur cette période et la duchesse d'Abrantès touche un peu la vérité des pages 186 à 190 de ses mémoires. Elle assure cependant qu'il y a là un profond mystère que personne encore n'a pu élucider. Nous en donnons une version psychologique qui nous semble acceptable puisqu'elle permet, en satisfaisant un raccourci, de voir cette singulière coïncidence Joséphine et Bonaparte au seuil de la mort. C'est calé quand même. Et c'est touchant. La page suivante est juste la fin de la note. Voilà. Masson pour Joséphine, d'Abrantès, il met ses références. Les coups de crayon rouge, ils sont de Gans. Ensuite, la grande scène des ombres de la Convention, qui est, si vous préférez, le discours de politique générale de Napoléon devant les ombres de la Révolution. Okay ? Eh bien, tout ce qu'il dit dans les cartons, il y a les références à gauche. Voilà. Alors, nous avons compris que la Révolution ne peut pas prospérer sans une forte autorité, veux-tu en être le chef? Alors, clac, ensuite, si la Révolution ne s'épand pas sans classe, elle mourra sur place comme un feu, et il met c'est principalement Carlyle, Élifort, Bainville, voilà, il met les références de tous les cartons. Alors que ce scénario n'est pas appelé à être publié. C'est vous dire le travail. Allons-y. Et la République universelle, voilà. Bien. Alors, le tapuscrit, là, je l'ai survolé. Mais ça a été quelque chose de déterminant pour la restauration, parce que quelles étaient les scènes qui avaient été montées, tournées, celles qui avaient été montées, et la manière dont elles avaient été montées, les différences avec la manière dont ça avait été écrit, bref, tout le système. Ensuite, nous avons le carnet. Alors le carnet, je dis tout de suite, on dit que c'est le carnet de tournage, on ne peut pas l'appeler différemment, mais si on s'attend à dire aujourd'hui j'ai tourné telle scène au 28 mm, non. Ce carnet, c'est un trésor, vraiment on peut le dire en tant que tel, c'est du Balzac. C'est-à-dire que ce sont des impressions qu'il a pendant le tournage. Alors certaines fois, il peut dire j'arrive ce matin au plateau, il n'y a rien de prêt. Ou alors j'ai vu tel film hier de un tel, etc. C'est pas bon parce que ceci, cela, etc. Et c'est le carnet qu'il avait sur lui et qui a été donc acquis par la BNF. Là, par exemple... là, c'est le premier signé. Voilà, regardez, de 4h à 7h, je parle avec Alexandre Benoît, qui me fait une remarquable impression. Il réserve sa réponse après lecture du scénario. Donc vous voyez, on tombe là-dessus. Ensuite, je vous ai mis un autre signé, et puis comme la manipulation du carnet est un petit peu difficile, je vous ai mis des captures d'écran ensuite.
Là, c'est... Voilà, je fais engager Artaud le 28 décembre. C'est intéressant par rapport à la lettre qu'on a vu ça, parce que visiblement, la lettre est postérieure à ça. Nous sommes le 28 décembre 24. Et ensuite, bien entendu, tout le monde doute. Allons-y. Alors là, c'est... comment dire? On ne va pas tout lire, mais c'est le sitcom. Ça nous donne un peu un petit détail de toute l'aventure humaine, c'est-à-dire quand vous avez des collaborateurs qui sont le derrière entre deux chaises, entre Gaumont, entre Pathé, Pathé qui se reconstitue en Pathé Consortium, Charles Pathé qui repart, qui revient, le commanditaire Hugo Stines qui est en train de faire un crash de faillite. On s'aperçoit que, mais c'est incroyable tout ce qui lui tombe sur la tronche, ce pauvre Abel Gans. On a tendance à le voir comme étant quelqu'un qui exagère les peines, qui se met en scène comme étant l'artiste maudit, etc. Mais quand on regarde déjà les archives de Laroux, on voit que plus de 60% des archives de Laroux, ce sont des courriers que Gans fait pour la logistique. Et pour le Napoléon, c'est incroyable. Là, ce texte, c'est simplement qu'il est en train de relater un incident, c'est que hier au matin, son propre administrateur de sa maison de production, Abel Gans, a essayé de lui faire signer en douce une interdiction à ce que toute personne étrangère au tournage puisse venir sur le plateau. Et c'est au moment de signer qu'il se dit « Et mon épouse ?» Et en vérité, c'était pour interdire la venue de Marguerite Gans. C'est du Balzac. Tout le carnet est extraordinaire. Voilà, vous voyez, alors non, de Berceaucourt me dit non, je n'ai pas d'arrière-pensée, je me retourne vers Bloch qui me répond à ma question, oui. Bon, très bien, je ne signe pas. C'est-à-dire le nombre de contrariétés qu'il a alors qu'il a une hypersensibilité à fond, puisqu'il est en pleine création. Allons-y. C'est le dernier signé? Alors, maintenant, si vous pouvez revenir sur mon PowerPoint. Je suis sur le tournage. Là, Folkoff ne sont pas libres, c'est la manière dont il va engager Folkoff, qui est un très grand metteur en scène et qui va devenir son assistant sur le film. Ça, c'est... alors voilà, le 9 janvier, Berceaucourt me dit que je dois faire très attention de ne pas engager plus en avant avec Folkoff, qu'il est absolument insupportable, qu'aucun travail n'est possible avec lui, que je continue certainement pas, ensuite c'est une brute, etc. Il fait tout pour que je ne prenne pas Folkoff, cela fait l'effet opposé sur moi et me convainc de l'engager sans tarder. En effet, 48 heures après, je commence à me remercier de cette décision. Voilà, le carnet est absolument délicieux, je vous dis, c'est du Balzac. Voilà, ça, voilà. Alors, c'est pas le premier tour de manivelle du Napoléon. Quand est-ce qu'il a lieu? Pour moi, le document qui est la meilleure référence, c'est ça. Voilà, je commence à tourner ce mercredi à 4h52. C'est le mercredi 4 février 1925. Alors que le tournage a commencé le 15 janvier, mais tout est dans un chaos tel que rien n'est encore tourné. Et alors ça, c'est juste une page, parce que vous savez peut-être que ce qui va condamner les 6 films, c'est le crash financier de Hugo Stines. Hugo Stines était le commanditaire allemand, très grand industriel. Alors quand je dis grand industriel, c'est très simple. Hein. Il avait des participations dans 4500 sociétés en Allemagne et en Europe. Et il possédait 3000 centres de création, ou si vous préférez, usines. Ça vous donne une idée du... Mais alors, le mec, voilà, le type, il meurt en avril 24, et puis très très vite, avec la République de Weimar, la dévaluation, etc., il y a le crash Stines. Je dis tout de suite que ce n'est pas le Napoléon qui a ruiné Stines. Simplement que Stines se retire, et là, tout s'effondre, et Gans va arriver à remonter le film. Voilà, le 21 juin, et puis là, simplement, j'ai gardé sur la fin, là, c'est Henri de Cazotte, qui fait partie de la SGF, et qui dit, voilà, le 11 décembre à 7h30, nous sommes le 11 décembre 25, le film est arrêté, et le film va pouvoir repartir en janvier 26. Il dit, je signe avec la Société Générale de Films, avec Henri de Cazotte, l'hélice est repartie au moins pour un film. Voilà. Ensuite, la logistique. Vous avez un truc fou, parce que si on peut passer par
Sur la caméra, la logistique du Napoléon, c'est juste un détail. Mais oui, je vais essayer. Il reste combien? 2-3 minutes. Ah oui. Alors dans ces cas-là, on va rester sur les trucs. Ah oui, alors dans ces cas-là, oui, ben ça. Bon, alors je vais faire des coupes franches. Ça, c'est la logistique des accessoires pour Toulon. Donc, pas triste. Si on peut revenir sur mon PowerPoint, s'il vous plaît. Merci. La caméra 7. La caméra a toujours été une légende. Cette caméra, est-ce qu'on l'aurait lancée avec des boules de neige pour avoir le point de vue de la boule de neige? Eh bien, il y a des notes dans votre fond à Mundwiller, à Simon Feldman, qui montrent que Gans demande à se faire des recherches pour enfermer cette caméra dans un ballon de caoutchouc. Voilà, si vous pouvez passer à la caméra. Voilà, test, 7, appareil d'un gros ballon de caoutchouc plein pour pouvoir le lancer. Et il y a plusieurs notes qui sont comme ça. Alors ensuite, on peut rebasculer sur mon PowerPoint, s'il vous plaît. Là, voilà la caméra 7. Tout au moins l'exemplaire qui est à Ankara. J'étais en présentation d'un film à Ankara, le conservateur me dit « j'ai quelque chose pour vous, on a une caméra 7 ». 7 parce que 7 mètres de pellicule à l'intérieur. Et vous pouvez juste l'appuyer dessus et la lancer. Si vous pouvez mettre, voilà, regardez, caméra, faire, voilà, sur un, voilà, en mouvement, toujours la caméra en mouvement. Alors vous voyez la différence d'écriture? Ça, c'est l'idée qu'on a, là maintenant. Voilà. Et ensuite, si vous pouvez revenir sur mon PowerPoint. Voilà. Ça, c'est 2 photos qui sont dans votre fond d'ailleurs. C'est des photos où on commence à placer la caméra qui sera animée par de l'air pneumatique, parce qu'il ne peut pas y avoir de cadreur derrière. Donc on fait les tests. Ces 2 photos sont dans le fond de la BNF. Et puis dans mon fond, ensuite, ça va devenir ça. Ça, là, vous avez Kruger, qui est le chef opérateur, qui tient par une laisse le cheval qui a la caméra. Et puis, lors du tournage, Kruger va avoir le même costume que les Cosaques. Au cas où il rentre dans le champ. Et oui, il faut y penser. Et puis, ça donne ça. Et donc, c'est juste le dernier extrait que je vais vous montrer. On revient dessus. Moi aussi, je peux applaudir l'institution, parce que sur des dizaines et des dizaines d'années, il y a cette collecte, ce catalogage et cet accès qui permet ensuite à un regard de le faire et de le rendre vie. Il y a aussi, pour les gens qui en voudront plus souvent, c'est que sachez que je suis en train d'écrire mon livre sur la restauration, car ça remonte à 82 quand j'ai fait la connaissance de Clarisse Gans, jusqu'à donc maintenant aujourd'hui, et je suis en train de réaliser le making-of de la restauration, parce qu'il faut transmettre. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci 1000 fois, vraiment. Merci Anne-Lise, merci Georges, vraiment, c'était tout à fait passionnant. Et voilà, on est obligé à un moment d'interrompre les choses, mais on vous aurait écouté vraiment avec un grand bonheur et pendant beaucoup plus longtemps. Donc, on lira le making-of. On retournera voir il y aura des projections l'année prochaine à la Cinémathèque. Certainement, à la Cinémathèque, mais aussi comme le film a été distribué avec ce qu'on appelle les films frais. C'est-à-dire que, pour ainsi dire, je crois qu'en juillet et août, le film a dû être vu par plus de personnes qu'en 1927. D'accord. Il est sorti dans les circuits normaux. Donc, l'AFCAE, l'Association des cinémas Arts et Essais, régulièrement organise pour ses membres des projections, mais donc en 2 soirées. Toujours. Donc ça ne va pas rester un invisible, puisque toute la musique a été enregistrée par Radio France. J'ai oublié de dire ça. Et je me souviens plus du nom du compositeur, mais alors c'est Simon Cloquet-La Folie qui a arrangé la musique, et ce sont les 2 orchestres de Radio France et la maîtrise sous la direction de Fabien Gabel qui ont procédé à plus de 25 séances d'enregistrement et 1000 heures de montage et de mixage eux-mêmes. Ça a été gantien pour tout le monde. Bon. Et c'est pour ça que c'est accessible. On a les DCP sonorisés. Voilà, ça peut être projetable.
Ben, merci encore. Le prochain rendez-vous des Trésors de Richelieu, c'est le 11 février, avec un sujet très différent, mais tout aussi passionnant, qui s'intitule Des médailles italiennes pour le Grand Turc. Donc, c'est nos collègues des monnaies, médailles et antiques, notre collègue Paul Froment, et notre collègue aussi du Louvre, Philippe Malgouir, qui vous parleront de ces collections-là. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci. Et merci à vous.